à tous. Euh, donc j'ai commencé à corriger. Donc montrer que la suite V est géométrique. Donc pour ça, comme d'habitude, on regarde Vn plus 1 sur Vn et on montre que c'est égal à une constante qui sera notre raison. Donc ici Vn plus 1, donc c'est Un moins Un plus 1 moins 240 000 et Vn donc Un moins 240 000. On remplace notre Un plus 1 et notre Un, enfin notre Un plus 1 uniquement, pardon, avec l'égalité qu'on avait au tout début. Donc ça nous fait 0,9 Un plus 24 000, moins 240 000 ensuite. Divisé par Un moins 240 000. Alors on fait le calcul donc du 24 000 moins 240 000. Ce qui nous donne donc moins 216 000, si je me trompe pas. Et il se trouve que 216 000, a priori, alors je vérifie quand même pour être sûr, mais c'est 90% de 240 000, donc c'est égal à 0,9 fois 240 000. Donc on va pouvoir factoriser par 0,9 au numérateur. Donc on a 0,9 facteur de Un moins 240 000. Et on va pouvoir simplifier. Et il ne reste plus que 0,9. Donc ça montre bien que la suite Vn est géométrique. Bon, j'espère que ça vous rappelle des souvenirs. Pour aujourd'hui, donc on va commencer par le cours sur les lois à densité. Donc le cours que je vous avais demandé d'imprimer l'autre fois. Donc thème 5. Alors définition tout d'abord d'une loi à densité sur un intervalle. Alors jusqu'ici, les variables aléatoires étudiées prenaient un nombre fini de valeurs. C'était le cas par exemple pour la loi binomiale. Quand on avait une loi binomiale de paramètres 4, 0,2, les seules valeurs qui étaient possibles pour grand X, c'était juste les nombres entiers entre 0 et 4. Donc on avait que 5 valeurs possibles, donc un nombre fini. Or, les issues d'un grand nombre d'expériences aléatoires prennent pour valeur un nombre quelconque d'un intervalle de grand R. On appelle les variables associées à ces expériences des variables aléatoires continues, donc en opposition aux variables aléatoires discrètes. Quand il y a un nombre fini de valeurs, on appelle ça des variables aléatoires discrètes. Donc là, elles sont continues. Et on pourra alors associer une probabilité à un intervalle donné. Alors, on appelle fonction de densité sur un intervalle AB toute fonction f définie, continue et positive sur l'intervalle AB est telle que l'intégrale de a à b de f de x dx c'est égal à 1.
Donc ça va vous donner les différentes probabilités enfin, que vous pouvez calculer pour chacun des intervalles. Mais il faut donc, enfin on en a vu une donc avec la courbe en cloche dans l'activité 2, mais il faut absolument que ce soit une fonction définie forcément, continue, il faut qu'elle soit positive, et il faut que son intégrale soit égale à 1 sur tout l'univers. Et grâce à ça, on peut calculer des propriétés en calculant des intégrales. Donc soit x, une variable aléatoire à valeur dans l'intervalle AB. On dit que x suit la loi de probabilité de fonction de densité f si pour tout réel c plus petit que d dans l'intervalle AB. Donc la probabilité que x appartienne à l'intervalle CD, donc la probabilité que x soit entre c et d, et bien finalement c'est l'intégrale de notre fonction entre c et d. Donc là sur le dessin là, on le voit bien. Donc vous avez votre fonction de densité, donc une variable aléatoire discrète définie sur un intervalle AB. Pour avoir la probabilité de tomber entre C et D, on calcule l'aire sous la courbe de la fonction de densité entre C et D, et donc l'intégrale de notre fonction f sur l'intervalle CD. Et à cause de cette définition, on remarque que pour tous les nombres petits c, enfin tous les nombres fixés dans l'intervalle, la probabilité que x soit égal à c, finalement c'est l'intégrale de c à c, et donc on est obligé d'y affecter la valeur 0, puisqu'on a un intervalle de taille nulle en fait. Par exemple, on considère une variable aléatoire continue grand X qui prend ses valeurs sur l'intervalle 0,20 avec une densité de probabilité f définie par f de x égale à 0,015x moins 0,00075x au carré. Calculer la probabilité que x soit compris entre 12 et 20. Je vais juste afficher la courbe sur GeoGebra pour qu'on vérifie que c'est bien une loi de probabilité, enfin une fonction de densité sur notre intervalle. Alors que je me trompe pas, 0,015x. Donc on a une fonction qui fait ça entre 0 et 20, et alors j'ai pas oublié des zéros là. Si, j'ai oublié un 0. Voilà. Donc entre 0 et 20, f fait ça, et on voit que les valeurs enfin, prises par la fonction sont a priori très faibles, et donc on a a priori une intégrale égale à 1 pour le total là entre 0 et 20. Donc nous on veut la probabilité que x soit entre 12 et 20, donc on a juste besoin de l'intégrale entre 12 et 20 ici. Donc intégrale entre 12 et 20 de notre fonction f. Donc soit l'intégrale entre 12 et 20 de 0,015x moins 0,00075x au carré. On n'oublie pas le dx. Alors, il nous faut une primitive qui est assez facile à trouver ici. Donc là, la primitive de x, ce sera x au carré sur 2. Donc il faut diviser par 2 le 0,015. Donc ça nous fait 0,00075 x au carré. Moins, et là donc notre x au carré, la primitive, ce sera x au cube divisé par 3. Donc il faut diviser par 3
Attendez, j'ai mis un 0 en trop. Donc il faut diviser par 3 notre coefficient là devant. Donc 0,00025 x au cube. Donc entre 12 et 20. Bon, évidemment, sur une copie, on fait le détail là. Et là, on va juste donner le résultat. Ça me donne moi 0,352. Alors si je vérifie graphiquement, donc l'intégrale de notre fonction f entre 12 et 20, donc GeoGebra me dit que c'est 0,35, donc ça arrondit au centième sur GeoGebra, ça affiche pas plus précisément. Donc a priori, la valeur qu'on a trouvée est pas incohérente. Alors, avant de faire des exercices sur des lois à densité, enfin des fonctions de densité quelconques, on va faire la partie sur la loi uniforme, donc qui est la fonction, enfin qui est la loi continue la plus simple finalement. Donc soit x une variable aléatoire à valeur dans un intervalle AB, on dit que x suit la loi uniforme sur l'intervalle AB si sa fonction de densité f est constante sur cet intervalle, c'est-à-dire définie sur AB par f de x égale 1 sur b moins a. Et on va expliquer, enfin je vous explique tout de suite pourquoi on est obligé de lui affecter la valeur 1 sur b moins a. Par exemple, si vous avez une loi de densité sur l'intervalle 3-10, vous avez donc tous les nombres qui ont la même probabilité d'apparition. Donc vous êtes obligé d'avoir une fonction de densité constante. Sauf que d'après les propriétés des fonctions de densité, vous êtes obligé d'avoir une intégrale égale à 1. Pour avoir une intégrale égale à 1 ici, étant donné que la longueur du rectangle qu'on obtient là, c'est 7, pour la hauteur, on est obligé de prendre 1 sur 7, parce que sinon, notre intégrale ne ferait pas 1. Donc 1 sur 10 moins 3. Donc on a bien 1 sur b moins a, comme on vous donne dans la définition ici. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Alors, en remarque, je vous mets ce qu'on a vu en fait dans la première activité de la feuille de route. La loi uniforme sur AB permet de modéliser le choix au hasard d'un nombre réel dans l'intervalle AB. Nous, on avait dans l'activité une personne là, qui choisissait un nombre au hasard dans l'intervalle 0,10. Donc, ce choix, il suit la loi uniforme sur l'intervalle 0,10. Oui, j'ai passé cette ligne-là. Quand on a une loi uniforme sur l'intervalle AB, on peut le noter comme ça pour aller un petit peu plus vite. Donc x suit la loi uniforme et en paramètre, on met notre intervalle sur le même principe que pour la loi binomiale. Alors, pour calculer maintenant les probabilités avec cette loi uniforme, alors comme elle est assez intuitive, on n'a pas forcément besoin de retenir ces formules-là.
Mais donc on a une variable aléatoire grand X qui suit la loi uniforme sur l'intervalle AB. Donc on a une fonction de densité qui est constante et qui prend pour valeur 1 sur B moins A. Quand vous avez donc deux réels C et D dans l'intervalle AB, la probabilité que X soit entre C et D, et bien donc c'est l'aire du rectangle qu'on a ici. Donc si on fait largeur fois longueur, ça nous fait donc D-C, qui est l'écart entre les deux, fois la hauteur, qui est de 1 sur B-A. Et donc on se retrouve avec D-C divisé par B-A. Bon, c'est les calculs qu'on faisait en fait dans notre loi uniforme sur 0,10. La probabilité d'être entre 5 et 7, bah, c'est 2 divisé par 10, hein, puisqu'on faisait à chaque fois le rapport entre l'intervalle dans lequel on voulait tomber divisé par euh, le, euh, la taille totale de l'intervalle. Donc assez intuitivement, on le fait sans problème, ce calcul-là. Donc on va le faire dans l'exemple. Mais donc on a aussi une espérance pour x qui est égale à a plus b divisé par 2. En fait, quand vous avez une loi uniforme sur un intervalle AB, bah, ce qu'on peut espérer obtenir, bah, c'est la valeur du milieu, qui est donc a plus b divisé par 2. Hein. Donc nous, dans notre activité, la loi uniforme sur 0,10, bah, son espérance, c'était la valeur du milieu, donc c'était 5. Alors, exemple, soit x une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur l'intervalle 2, 5. Quelle est la probabilité que x soit compris entre 2,5 et 4? Si on applique la formule, euh, le petit a et le petit b, en fait, c'est notre 2 et notre 5. Et donc, ce qui joue le rôle du C et du D, c'est 2,5 et 4. Donc, si on applique la formule, ça nous fait 4 moins 2,5 divisé par donc B moins A, donc 5 moins 2, soit 1,5 divisé par 3, donc 0,5. On pouvait aussi se dire que là, entre 2 et 5, on a un intervalle de taille 3, dans lequel donc un intervalle de taille 3 dans lequel on veut pour lequel on veut regarder, on veut calculer la probabilité de tomber entre 4 et 2,5, sachant que ça représente un intervalle de taille 1,5, donc ça représente en fait la moitié de notre intervalle total, donc on a bien une probabilité d'1 sur 2 de tomber à l'intérieur. Et donc pour l'espérance, ça va être la valeur du milieu entre 2 et 5. La valeur du milieu, si on n'arrive pas à la trouver, on applique la formule. Donc a plus b divisé par 2, donc 2 plus 5 divisé par 2, ce qui nous fait 3,5. Donc là c'est 3,5 qu'on a au milieu. Donc en moyenne, sur un grand nombre de tentatives, notre variable aléatoire grand X, elle va prendre en moyenne la valeur du milieu, donc 3,5. Alors des petits exercices pour appliquer ça. Donc c'est les exercices sur la même page que l'exercice 2 que vous aviez fait chez vous, donc page 207. Tous les autres, exercices 1, ouais, juste 1 et 3.
l'exercice 1 va très très vite. Une loi uniforme sur le segment moins 3, 4. Combien vaut la fonction de densité sur cet intervalle? J'attends que vous me donniez la réponse parce que c'est un petit peu seul là ce matin pour le moment. Alors ça devrait être ça devrait pas prendre plus de 5 secondes là pour me donner la réponse. Donc vous avez une fonction de densité à trouver et vous avez une loi uniforme sur le segment moins 3, 4. Donc de moins 3 jusqu'à 4. Vous avez une fonction qui est constante, étant donné que vous avez une loi uniforme. Et bien, quelle valeur doit prendre cette fonction pour qu'on ait bien une fonction de densité? Alors, 1, ça va pas être la valeur prise par la fonction. Parce que si tu te dis que c'est 1 ici, tu vas jamais avoir une intégrale égale à 1. Hein, c'est l'intégrale en fait qui doit être égale à 1. Mais c'est pas la valeur prise par la fonction. Là, notre fonction, si tu la fais prendre la valeur 1 partout, ben, entre moins 3 et 4, ben, on va avoir une intégrale égale à 7 ici. Donc c'est pas 1 qu'il faut mettre ici. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place pour avoir une intégrale égale à 1 en tout? Voilà, très bien Mévin. 1 sur 7. Comme ça, on sait que quand on fait largeur, enfin hauteur fois la longueur, on va faire 1 sur 7 fois 7 et on aura bien une intégrale égale à 1. Donc il faut donc f de x égale à 1 sur 7. Donc ça c'est notre fonction de densité ici. Alors l'espérance qu'on obtient, donc la valeur du milieu, combien est-ce qu'elle vaut la valeur du milieu entre moins 3 et 4? Bon, j'ai mis f pour la fonction de densité et x pour la variable. On vous le précisait pas dans l'énoncé, mais on comprend de quoi on parle.
c'est quoi la valeur du milieu? Si vous n'arrivez pas à trouver, vous appliquez la formule a plus b divisé par 2. Voilà, 0,5. Ok. Donc moins 3 plus 4 divisé par 0, divisé par 2. Donc ça nous donne 0,5 et c'est bien la valeur qu'on a au milieu. Oui d'ailleurs Sabrina, comme à chaque fois je note qui est là, qui est pas là, toi c'est laquelle des deux Sabrina? Alors, exercice 3. Ok, merci. Donc, à la sortie de l'usinage, les diamètres des boulons fabriqués sont compris entre 10 mm et 10,5 mm. La production est considérée comme satisfaisante si en moyenne le diamètre des boulons est supérieur à 10,2 mm. Cette production est-elle satisfaisante? Alors oui, il aurait peut-être fallu préciser dans l'exercice que c'était une distribution uniforme. Parce que là, si c'est pas précisé, on peut pas savoir. Et rien ne nous dit que la loi est uniforme. Donc on admet qu'elle est uniforme. Alors est-ce qu'on a bien un diamètre supérieur à 10,2? Donc là on peut rajouter que ils sont compris entre 10 mm et 10,5 mm de manière uniforme. Alors oui effectivement, mais alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut calculer là pour avoir la valeur moyenne des diamètres de boulons? Oui, hein, c'est l'espérance qui nous donne cette valeur moyenne. Et là, elle est égale à combien cette espérance? Voilà, 10, 25. Alors attention quand même, Mévin, c'est un A ici, pas un E. Donc on a une espérance de 10,25 et c'est bien supérieur à 10,2. Donc on a une production considérée comme satisfaisante, pas de problème. Juste très rapidement avant de passer à la loi normale, exercice. Ah oui, non, je vous les donnerai pour chez vous, ces deux exercices. Voilà. Bon, tout le monde a bien compris comment on calculait une probabilité, une espérance. Quand on a une loi uniforme, c'est bon? Ok. Donc on va passer à ce qui est un petit peu plus compliqué. Donc la loi normale. Donc la partie suivante dans le cours. Donc de nombreuses distributions statistiques font observer une répartition en cloche dont les valeurs se concentrent essentiellement autour de la moyenne et sont de moins en moins nombreuses au fur et à mesure que l'on s'en éloigne. Et donc là, on n'a pas du tout une loi uniforme puisque toutes les valeurs n'ont pas la même probabilité d'apparition. Bon, c'est le cas de plein de choses. C'est ce que je mets après. Donc c'est le cas
par exemple de la masse des produits à la sortie d'une chaîne de production, de la taille des individus d'une population, etc. Par exemple, quand vous prenez le poids le poids de quelqu'un, on peut considérer que ce poids, il est compris entre, en gros, pour simplifier vraiment beaucoup, on va dire entre 0 et 150 kg. Mais évidemment, on n'a pas une distribution uniforme. On n'a pas autant de personnes aux alentours de 150 kg qu'aux alentours de 70 kg. Donc on a une répartition en cloche. Donc on dira que la variable aléatoire x associée à cette distribution suit une loi normale. Donc deux paramètres caractérisent une loi. Son espérance, qu'on note mu, qui donne la valeur moyenne, et son écart type sigma, ou alors sa variance, qui est sigma au carré, qui donne la dispersion autour de la moyenne. Et on notera donc x suit la loi normale de paramètres mu et sigma carré. Alors il y en a une qui est assez, enfin une loi qu'on va dire qui est de référence. Hein, c'est sur celle-ci que sont en gros basées toutes les autres. Donc la fonction de densité de la loi normale de paramètres 0 et 1. Donc une moyenne égale à 0. Donc là le sommet de la cloche il se retrouve à 0. Donc on a autant de valeurs négatives que de valeurs positives. Et ici on a un écart type égal à 1, ce qui va nous donner un écartement comme celui-ci graphiquement, même si c'est difficile à quantifier par des nombres, c'est difficile de voir sur le graphique que l'écart type est égal à 1. Et donc quand on a un écart type égal à 1, ça nous donne cette distribution-là. Alors on sait que la, la fonction de densité pour cette loi normale de paramètres 0, 1, donc c'est f de x égale à 1 sur racine de 2pi fois l'exponentielle de moins x au carré sur 2. Alors on n'étudiera pas cette fonction dans le détail et je ne vous demanderai pas de calculer je vous demanderai pas de calculer des probabilités en utilisant cette fonction puisque vous savez pas calculer l'intégrale de cette fonction là ni sur grand R ni sur un intervalle plus petit. Donc on fera avec la calculatrice comme on l'avait fait dans l'activité. Juste enfin on l'admettra, mais enfin je peux vous l'assurer. L'intégrale de cette fonction là, elle est bien égale à 1. On a bien une fonction continue, on a bien une fonction qui est positive, donc on a bien une fonction de densité. Alors celle-ci, qui a pour paramètres 0 et 1, on l'appelle la loi normale centrée réduite. Alors centrée parce qu'elle est centrée en 0, et réduite parce qu'elle a un écart type égal à 1. Je sais pas pourquoi elle est plus réduite qu'une autre, mais donc quand on vous parle de loi normale centrée réduite, ça veut dire que ces paramètres c'est 0 et 1. Oui, mais peut-être plutôt un point virgule ici plutôt qu'une virgule. Ce sera mieux. Parce que c'est pas 0,1, hein, c'est 0 et 1. Et donc les autres lois, donc les lois de paramètres mu et sigma carré, donc x suit la loi normale de paramètres mu sigma carré si la variable aléatoire z égale à x moins mu sur sigma suit la loi normale centrée réduite de paramètres 0, 1. Bon, je vous embêterai pas beaucoup avec ça, mais simplement quand vous avez par exemple une moyenne égale à 30, si vous faites si vous avez une loi normale avec une moyenne égale à 30, vous faites x moins 30 ici pour obtenir une nouvelle loi normale qui sera elle centrée, puisque si vous avez une moyenne égale à 30 et que toutes les valeurs vous leur enlevez 30, vous aurez une moyenne égale à 0. Et pareil pour l'écart type, en fait si vous divisez par sigma, vous vous retrouvez avec un écart type égal à 1 ici. Alors par exemple, pour vous montrer l'influence de la moyenne, donc les trois lois normales suivantes ont le même écart type sigma qui est égal à 6. J'aurais pu prendre n'importe quoi là pour le graphique.
Donc par exemple, pour la bleue ici, vous avez une moyenne égale à 10. Pour la rouge, vous avez une moyenne égale à 30. Et enfin, pour la verte, vous avez une moyenne égale à 50. Donc la moyenne, elle va permettre, enfin, si vous touchez à la moyenne, votre cloche, elle va être décalée par la gauche ou par la droite pour toujours être centrée au niveau de la moyenne. Donc la moyenne, elle va avoir cette influence-là. Et ensuite, donc, l'écart type. Donc là, les trois lois qui sont représentées ici ont la même espérance mu égale à 30. Il y a juste leur écart type qui change. Et on voit, enfin, ce qu'on peut observer, c'est que donc l'écart type va avoir une influence sur l'écartement de la cloche. Donc là, vous avez sigma égale à 2, vous avez une cloche très très fine, très resserrée. Sigma égale à 5, vous avez une cloche un petit peu plus étalée. Et quand vous augmentez encore, donc sigma égale à 10 ici, vous avez une cloche encore plus étalée, donc des valeurs de plus en plus dispersées. Aussi, ce qu'on peut observer là sur ce graphique, c'est que quand on a un sigma plus petit, on est obligé d'avoir une cloche qui monte plus haut. Ça, c'est enfin, la raison pour laquelle on est obligé d'avoir ça, c'est pour avoir toujours une intégrale égale à 1. Si vous écartez votre cloche, forcément vous êtes obligé de l'étaler parce qu'il vous faut la même, il vous faut la même R dessous. Donc forcément, si elle gardait la même hauteur, en resserrant ou en étalant, on changerait l'air en même temps. Donc on est obligé d'avoir des cloches qui montent plus haut. Mais de toute façon, ce n'est pas la valeur prise par la fonction qui nous intéresse à chaque fois, c'est l'air. Donc c'est pas très important finalement. Alors la courbe de densité d'une loi normale, elle est toujours symétrique par rapport à la droite d'équation x égale à mu. Donc là, si vous faites une droite verticale centrée au niveau de la moyenne, vous avez une symétrie. Et donc pour calculer les probabilités, donc soit x une variable aléatoire suivant une loi normale, la probabilité que x soit comprise entre a et b est égale à l'aire du domaine compris entre la courbe de densité, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a et x égale b. Bon, c'est plus compréhensible sur le schéma. Pour avoir la probabilité d'être entre a et b, comme on l'a vu dans l'activité, vous calculez, on a besoin de calculer l'aire sous la courbe. En particulier, donc, on a aussi donc l'aire, la probabilité que x soit plus petit ou égal à b, c'est tout ce qu'il y a avant le b. Donc on se retrouve en fait avec une aire ça part jusqu'à l'infini là. Et la probabilité que x soit plus grand que b, c'est tout ce qu'il y a à droite, donc tout ce qu'il y a de ce côté-là. Alors dans la pratique, donc c'est le point méthode qu'il y a dessous, pour calculer ces probabilités, on va utiliser la calculatrice. Par exemple, donc si x suit une loi normale de paramètre 5 et 2 au carré, donc ça c'est la variance. Quand on met le petit carré, c'est que donc 2 au carré c'est la variance, par contre l'écart type c'est 2. Pour déterminer la probabilité que x soit entre moins 1 et 4, alors on ne va pas le faire puisque vous l'avez déjà fait la dernière fois, mais donc vous avez les commandes à rentrer ici. Donc sur Casio, vous utilisez norme CD, et pour TI, vous utilisez normal frep. Alors attention à l'ordre des termes, donc le petit a et le petit b, ensuite le sigma et le mu pour les Casio, c'est-à-dire que quand on vous dit que les paramètres c'est 5 et l'écart type c'est égal à 2, les Casio sur votre calculatrice, il faut mettre le 2 avant et le 5 après. Bon, par contre sur les TI, c'est 5 et 2 ensuite. Par exemple ici, pour la probabilité d'être entre moins 1 et 4, la calculatrice nous donne 0,3072. Donc vous vérifierez sur votre calculatrice la valeur. Si vous avez besoin, vous avez les petits tutos en vidéo ici en scannant les QR codes. Et c'est ce qu'on avait vu dans l'activité. Si vous avez besoin par exemple de calculer la probabilité que x soit plus petit ou égal à 10,
Bah, comme vous pouvez le voir sur le schéma ici, on va avoir quelque chose de ce type-là. Donc on a besoin de savoir tout ce qu'il y a avant le 10, si on imagine qu'il y a 10 ici. Sauf que la calculatrice, on est obligé de lui donner un intervalle. Donc là, l'intervalle, ce serait de moins l'infini jusqu'à 10. Sauf que comme on n'a pas de touche moins l'infini sur la calculatrice, on prendra à la place un nombre très petit, par exemple moins 10 puissance 99, puisqu'on a une probabilité quasiment égale entre les deux. Enfin, on peut considérer que c'est tellement petit que c'est comme si on prenait moins l'infini à la place. Euh, ouais, le reste on verra plus tard. Donc des exercices euh, avant de faire le reste, à moins qu'il y ait des questions. Bon, s'il y en a, vous pourrez toujours les poser au moment des exercices si besoin. Donc exercice bon, 5 page 209 déjà pour commencer. Donc un petit entraînement sur l'utilisation de la calculatrice. Donc une loi normale centrée réduite, donc de paramètres 0 et 1, calculer la probabilité que x soit entre moins 0,5 et 0,5 et en déduire ensuite la probabilité que x soit plus grand que 0,5. Et pour ceux qui ont fini, vous pouvez faire 7 et 8, page 211. Ouais, 0,3
0,382. Alors attention parce qu'il y a un 9 quand même derrière. Donc plutôt 0,383. Donc je vous laisse me donner maintenant la probabilité que x soit plus grand que 0,5. Ok. Alors, euh, tu l'as trouvé à la calculatrice, Sabrina, en faisant, en prenant donc probabilité d'être entre 0,5 et un nombre très grand, donc 10 puissance 99 par exemple. Sauf que là, on vous disait en déduire. Ah bah parfait. Mince, sauf que euh, du- c'est pas 0,383 qu'il va falloir utiliser. Alors si on regarde graphiquement, hein, donc effectivement, hein, quand on vous disait en déduire, c'est qu'il fallait utiliser en fait des considérations plutôt graphiques. Mais bon, si vous l'avez fait à la calculatrice, c'est bon aussi. Enfin, ça me convient ici, pas de souci. Mais en fait, on pouvait le faire autrement. Donc, je vais juste prendre ma courbe là pour que ce soit plus facile à vous montrer. Donc là, ce qu'on a calculé, enfin, vous pouvez faire la cloche, enfin le schéma de la cloche vite fait si vous voulez. Donc là, ce qu'on a calculé, c'est la probabilité d'être entre moins 0,5 et 0,5. Donc on a calculé l'air qu'il y avait ici. Euh, oui, pour pas se tromper, c'était mieux de faire le petit dessin à côté. Puisque donc on a trouvé que cette aire-là, elle était égale environ à 0,383. Et nous, ce dont on a besoin, donc c'est la probabilité que x soit plus grand que 0,5. Donc c'est tout ce qu'il y a ici. Sauf que si vous vous souvenez de ce qu'on a dit à la dernière séance, on a une aire donc, égale à 1 pour tout l'ensemble. Et par exemple, on a une aire de. Enfin, on sait qu'au niveau de la moyenne, ça coupe en deux. Donc on a 0,5 de ce côté-là et 0,5 de ce côté-là. Donc on peut trouver ce qu'on a ici à l'aide d'une soustraction en faisant donc l'air qu'on a ici moins l'air qu'on a ici. Donc ça nous donne 0,5 moins. Et donc, alors bon, tu avais la bonne idée, Sabrina, mais sauf que il faut en prendre que la moitié de ce 0,383, puisqu'on n'en a que la moitié à enlever ici, donc 0,5 moins 0,383 divisé par 2. Donc voilà pourquoi on vous disait en déduire, c'est parce que vous pouviez utiliser enfin, en gros graphiquement, et donc les propriétés en fait de la loi normale pour trouver cette valeur. Euh, bon, s'il n'y avait pas eu le en déduire, on pouvait sans problème utiliser la calculatrice. Donc P de x plus grand ou égal à 0,5. Donc c'est 0,5 moins en fait la probabilité que x soit entre 0 et 0,5.
donc c'est 0,5 moins 0,383 divisé par 2. Alors, je sais pas combien ça fait. Ouais, c'est ça, merci. 0,3085. Alors oui, plutôt avec des environs ici, puisque le 0,383 c'était une valeur approchée. Alors pour la séance suivante, je vous donne pas mal de petits exercices parce que ça va assez vite. Donc exercice, ce sera exercice 4, page 207, celui qu'on n'a pas fait sur la loi uniforme. Il y aura l'exercice... non, il y en a d'autres sur la loi uniforme. 10, 11 et 9, page 213. Et exercice 7, page 211, donc sur la loi normale. Et l'exercice d'annales de bac, exercice 3, Antilles-Guyane. 10 septembre 2019. Alors par contre au niveau des devoirs, comme je vois que vous êtes de moins en moins nombreux quand même aux classes virtuelles, vous étiez vraiment pas beaucoup ce matin, je mettrai une boîte de dépôt, enfin, je mettrai le lien sur Pronote de toute façon dans le cahier de texte, tout le monde m'enverra son travail, donc vous prendrez une photo, enfin je mettrai les explications, il y a juste à suivre ce qu'on vous demande sur le site, hein. Mais je mettrai les explications sur un message sur Pronote, comme ça je pourrai contrôler le travail de tout le monde. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, à la semaine prochaine.